97, février. Le ciel va me tomber sur la tête. Je suis à la Caisse des dépôts où l'actionnaire italien vient de me dire que ma vie au Club Méditerranée s'arrête. J'ai 50 ans, j'ai passé toute ma vie dans le club, en vacances, en travail, en chef de village, en directeur, je viens d'en être viré. Le ciel est tombé sur la tête et je me demande qu'est-ce que je vais faire. Je suis groggy, je rentre chez moi, je vis difficilement cette situation et pour être très honnête, après quelques semaines, quelques mois, entre autres avec des discussions avec des Américains qui m'expliquent très gentiment que ma vie du club est terminée, qu'il n'y en a plus rien à faire et ce qui compte c'est qu'est-ce qui va se passer demain. Alors demain, j'essaie d'y réfléchir. Je discute avec mes fils. J'ai la chance d'avoir 2 fils formidables et une épouse extraordinaire. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un métier qu'on connaît un peu, c'est l'hôtellerie. On n'a pas très envie de rester dans le monde des villages de vacances. Faire la revanche du Club Méditerranée, ça n'offre pas d'intérêt. On se dit que les goûts des gens, on est donc fin 97, 98, on sent que les goûts des gens sont en train de changer, qu'il y a d'autres choses à faire. On se dit, on ne fait pas d'études de marché, bon, mais qu'on va se retrouver avec des séjours plus courts. La grande époque du club, de la Fram, de Nouvelles Frontières, où les gens bouquaient en janvier, février pour passer 3 semaines de vacances au mois d'août, c'est terminé. On partira 3-4 jours, on ira dans des lieux rapides d'accès, et on se dit que le vrai bon territoire de demain, c'est celui de la ville. Alors on regarde sur les villes, et on se dit que sur les villes, en fait, il y a à la fois des palaces magnifiques mais hors de prix, des hôtels de chaîne sans aucun intérêt, et on se dit, essayons de réinventer quelque chose. Essayons de réinventer des lieux de vie, des lieux en rupture complète de code avec l'hôtellerie classique, des lieux où les gens viendraient prendre un verre, se rencontrer, se parler, grignoter, dormir, mais pas tellement une chambre, mais plus un bar, un restaurant avec des chambres au-dessus. On a la chance à cette époque-là d'être proche d'un homme d'exception qui s'appelle Philippe Starck, qui est peut-être le plus brillant designer de notre époque, et qui nous dit si vous faites quelque chose, je le fais avec vous. Et c'est comme ça que petit à petit naît l'idée du Mama. On prend les meilleurs, Starck, Alain Sanderin, c'est un des plus brillants cuisiniers, un de ceux qui a rendu sa 3e étoile. On va voir les gens d'Apple, on discute avec eux comment est-ce qu'on pourrait réimaginer le triste téléviseur de la chambre et de repenser un truc complètement différent. Et c'est comme ça que vient l'idée des iMac avec toute une série de fonctionnalités dans les chambres. Et puis progressivement, on attire auprès de nous un homme qui a vécu 50 ans au Plaza Athénée, des gens qui viennent de chez Disney, quelques-uns du club. On fait un mélange. On leur explique qu'on veut casser le code classique. On s'installe d'ailleurs dans un site complètement atypique, le 20e arrondissement de Paris, entre la porte de Bagnolet et le cimetière du Père-Lachaise. Moins sexy que ça n'existe pas. Les banquiers n'y croient pas beaucoup. Heureusement, on finit par en trouver un, le groupe des caisses d'épargne qui nous fait confiance, avec lesquels on démarre et on monte l'opération. Et on ouvre le 5 septembre 2008 dans un certain scepticisme et une certaine angoisse. Et puis le miracle fait que les choses se passent plutôt bien, même mieux que ce qu'on avait prévu. On parle beaucoup aux garçons et aux filles. On a recruté un casting, non pas de l'hôtellerie classique, mais d'hommes et de femmes qui viennent d'horizons complètement différents. Quelques techniciens et beaucoup d'hommes et de femmes, jeunes, moins jeunes, quelle que soit leur couleur de peau, ils ont le droit d'avoir des trucs dans les oreilles, d'être rasés, pas rasés, chevelus, sans cheveux, belles, grosses, légères ou autres. Mais ce qu'on veut, c'est des gens qui aient du cœur. On a réinventé un petit peu l'hôtellerie. On a essayé de repenser qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent. Il n'y a aucune nostalgie de l'histoire du club. Elle est passée, elle a été magnifique, et tant mieux pour ceux qui y sont aujourd'hui. Nous, ce qui nous amuse, c'est réinventer quelque chose de différent. De prendre des risques, encore une fois, d'être dans la rupture, d'être dans le fait d'avoir complètement cassé les codes de l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, il y a 2 principes. Un, c'est Hilton qui a dit un jour location, location, location. Voilà. Donc le 20e arrondissement, c'est pas franchement le truc. Et il y a une grande chaîne hôtelière française qui a dit pour réussir, vous faites ou de l'hôtellerie ou de la restauration, mais les deux ensemble, ça ne marchera pas. On a complètement été à l'opposé de ces 2 principes de base. C'est donc une aventure humaine, c'est une aventure où on casse les codes, on casse les habitudes, on prend des risques, on fait des erreurs, on fait des maladresses, on se remet en cause tous les jours. Les gens viennent, parfois nous quittent, parfois reviennent. Elles tombent amoureuses d'un gars et elles vont au bout du monde en Australie. Puis au bout de 3 mois, l'histoire d'amour se termine. Alors l'abri du Mama les accueille à nouveau. C'est pas un phénomène de mode, c'est pas un hôtel design, c'est pas un hôtel branché, c'est un lieu à part. Le plus grand enjeu, ça a été de trouver le financement. Avoir une belle idée, c'est très bien, mais enfin, je veux dire, des tas de gens ont des belles idées. On a fait le tour de tous les banquiers de la place, tous ceux que j'avais connus dans mon autre vie, qui m'ont tous dit gentiment, Monsieur Trigano, c'est très très bien, mais allez plutôt refaire un village du club et mettez votre paréo et vos coquillages et crustacés que de faire de l'hôtellerie de ville. Voilà, donc ça a été d'abord une très belle leçon d'humilité, parfois un petit peu dure et un peu violente. On a
On y a mis, moi j'ai mis tout ce que j'avais gagné dans mon ancienne vie, c'est-à-dire le parachute, les stock options et autres, mais ça ne faisait pas les 30 millions qu'il fallait faire. Et on a fini par trouver une banque qui nous a dit, bah, écoutez, on va essayer de vous financer, mais comme on ne pourra pas financer l'hôtel dans sa totalité parce que personne ne nous accompagnera sur un projet de cette importance pour une aventure aussi atypique, on va en fait casser le financement classique et on va faire une résidence de tourisme. Donc on a essayé chaque fois qu'on était face à des trucs où on nous disait pas possible, bon ben voilà, de faire. On a avec Stark eu des discussions incroyables sur le budget. Dans la frilosité des banquiers, l'idée de prendre Stark ne jouait pas en notre faveur, parce que les banquiers se moquent de la qualité de Philippe. Ce qu'ils disaient, c'est ce type va péter les plombs et puis vous ne respecterez pas vos budgets. Et Philippe, qui travaille aujourd'hui pour des gens qui effectivement n'ont pas beaucoup parfois de notions budgétaires, a dit mais moi je vais vous montrer que je sais faire du Stark à un prix donné. Et il a fait, il n'a pas dépensé d'un centime le budget. On s'est retrouvé à la fin, il nous manquait de quoi acheter les lampes de chevet. On tournait en rond, on est allé chez Ikea ou BHV, il n'y a rien qui rentrait. Et un jour, Stark nous dit, vous venez, et j'ai trouvé l'idée. Et Stark avait envoyé quelqu'un acheter une lampe de chantier, il avait dû payer 6 ou 7 euros. Il a mis dessus un masque d'Astérix. Et ça a fait la lampe de chevet. Alors on n'y voit rien, hein, ça n'éclaire en rien, mais ça a fait le buzz, ça a fait la couverture des plus grands magazines de mode et de design dans le monde entier. Et on est resté comme ça, miraculeusement, grâce au talent et au génie de Philippe dans le budget. Voilà. Donc on a en permanence essayé de trouver des astuces pour se financer, trouver dans le budget, embaucher des hommes et des femmes différents, raconter une histoire différente, leur parler, les écouter et dérouler l'aventure. On a d'abord réfléchi sur la taille de la chambre et on s'est dit que ce n'était pas la peine de faire une chambre trop grande, qu'à la limite ça n'offrait pas d'intérêt. Ce qui comptait et on a essayé de voir ce qu'on appelle l'analyse de valeur. Qu'est-ce qui était le plus important pour nos clients? Bon, qu'est-ce qui est le plus important quand on voyage? C'est la qualité du lit, c'est la qualité des draps, c'est la simplicité. On va dans trop d'hôtels où il faut pratiquement 2-3 jours pour apprendre à comprendre comment marche la télé, comment marche l'éclairage. La télé se met en route la nuit, l'éclairage s'arrête quand vous voulez le mettre en route. Ici, il y a un bouton rouge, un bouton vert, une télécommande d'une simplicité biblique. Voilà, donc on a essayé de voir où est-ce qu'il fallait qu'on mette l'argent. Et on a donc mis l'argent sur les choses essentielles. Et encore une fois, Philippe a, par exemple, utilisé le béton comme élément de décoration. Voilà, ça nous a permis de ne pas dépenser trop d'argent dans des dorures, des peintures et ainsi de suite, mais alors, le béton est un petit peu travaillé, mais voilà, c'est encore une fois, ça a été essayer d'analyser ce qui est important. Alors je ne dis pas qu'on a tout réussi, mais on a à peu près réussi 90-95% du pari. Et même au moment où on va commencer à les rénover les chambres, parce que dans ce métier, la beauté, c'est qu'au bout de 5-6 ans, il faut tout refaire, on va garder le même esprit. Moi, si j'avais en face, d'abord, j'aime pas du tout la notion de donner des conseils, je crois que ça fait vieux con et sans aucun intérêt, mais si j'avais des gens en face de moi qui ont envie de tenter des aventures, je leur dirais, si vous avez une passion, il faut y aller. Voilà, nous, on avait cette passion de cette aventure nouvelle, on s'est pris des claques terribles, hein, je la raconte aujourd'hui avec un certain détachement et du sourire, mais j'ai vécu des nuits d'angoisse où j'ai pensé qu'on avait à la fois tout perdu le projet et que j'avais pratiquement perdu toutes mes économies, parce que le jour où vous avez tout investi et qu'on vous dit que le projet risque de plus être à vous, ben vous avez tout perdu. Voilà. Mais je pense que quand on y croit, ça finit par se faire. Voilà, on a passé encore une fois entre 2001 et 2005, au moment où on a commencé vraiment le chantier, des années très difficiles, très pénibles, des nuits sans sommeil, des journées angoissantes, du Stilnox à triple dose le soir pour essayer de dormir. Voilà. Mais en même temps, allez-y, croyez, ayez une idée, n'écoutez pas les donneurs de conseils, des vieux comme moi, ni des consultants, ni rien. Allez-y, faites votre truc, et votre idée, elle se fera, elle s'écrira. Voilà, nous, tous les consultants nous ont dit que ça ne marcherait pas. Voilà. Et les mêmes aujourd'hui nous disent formidable ce que vous avez fait. Parce que si vous vivez avec les codes du passé, vous n'avez aucune chance de raconter un truc futur. Voilà, donc c'est évident. Allez-y, prenez des risques, mettez tout ce que vous avez, toutes vos économies, et puis même si vous retombez, ça repartira une autre fois et vous réussirez.